Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Punkin Dev. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir un collègue lyonnais qui s'appelle Marc. Bonjour Marc, comment vas-tu ? Bonjour Sylvain, ça va très bien. Je suis content de te recevoir sur le podcast, Marc. Pour les personnes qui te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais te présenter en une petite minute ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Oui, bonjour à tous les auditeurs. Moi, je suis Marc Gavanier, je suis développeur indépendant et en ce moment, je travaille depuis un petit moment déjà dans l'écosystème BetaGouv sur un service qui s'appelle la cartographie nationale des lieux de médiation numérique. Ok, et c'est donc de ce service dont tu vas nous parler et tu vas nous expliquer comment, après 9 mois de prod, vous avez toujours pas de côté de back-end. C'est bien ça ? C'est ça, exactement. Toujours pas de back-end. Alors, c'est pas exclu qu'on en crée un jour, mais pour l'instant, on repousse, et on en a toujours pas besoin, et on se débrouille très bien sans. Alors, comment c'est arrivé ça ? Est-ce que tu peux nous faire l'historique un peu du projet ? Comment vous êtes arrivé à pousser de la valeur métier en prod sans avoir de back-end ? Pourquoi ? Et un peu, comment c'est arrivé ? Je te laisse nous raconter ça. Ouais, bien sûr. En fait, c'est dès le début de la création du service. En fait, on a mis en ligne un projet qu'on a forké, donc qui est un projet qui s'appelle Résine, donc qui est édité par la métropole de Lyon. Et en fait, ils font exactement ce qu'on veut faire, mais à l'échelle de la métropole de Lyon. Et en fait, ce qu'on veut faire, je vais détailler un petit peu, nous, on veut recenser l'offre de médiation numérique sur un territoire et la rendre disponible à tous, pour pouvoir orienter des personnes qui ont un déficit en fait dans l'usage numérique pour qu'ils puissent monter en compétence sur ces sujets. Donc pour faire un exemple, je suis un travailleur chez Pôle emploi, j'accompagne quelqu'un, je vois que cette personne, donc dans le milieu du secrétariat par exemple, je vois que cette personne a des soucis avec l'utilisation du numérique au quotidien et moi je vais avoir du mal à l'aider en fait, cette personne dans l'immédiat. Et je vais vouloir l'orienter vers une structure qui peut l'aider à rattraper son retard et ensuite moi derrière je pourrais l'aider à retrouver un emploi. Le souci c'est que l'offre de médiation numérique en France elle est très peu visible, très peu disponible et que pour y accéder faut d'abord la référencer. Donc voilà, c'est ce que fait Lyon à l'échelle, la métropole de Lyon à l'échelle locale. Et donc nous on a repris exactement leur code, on a supprimé ce dont on n'avait pas besoin, les blogs, les trucs comme ça. Et pour ce qui est de la cartographie, on a tout mis en ligne et au début on n'avait pas de données, donc on a repris leurs données de la métropole de Lyon et c'était simplement un fichier JSON. On a fait un call de leur API, on a pris le fichier JSON, on a branché tout ça et donc en 2 semaines à peu près, un petit peu moins, on avait quelque chose en ligne qui recensait de l'information. Voilà, donc on avait un petit embryon de service disponible en Lyon, assez rapidement avec les données disponibles à Lyon. Donc vous avez commencé en fait, vous aviez juste un front pour gérer un peu l'affichage de la carto et en guise de back en fait juste un bête fichier JSON qui recensait à la base que les données de Lyon, c'est ça ? C'est ça, exactement. Et ensuite, alors il y a un autre produit qui s'appelle conseiller numérique. Donc eux, ils référencent beaucoup plus de données. Ils ont 4000 conseillers répartis sur tout le territoire français. Et nous, notre première évolution, en fait, c'était de récupérer toutes ces données et de remplacer les données de la métropole de Lyon par ces données sur tout le territoire. Et donc on a pu faire ça assez simplement. Donc c'était simplement éditer le fichier JSON, donc transformer les données bien sûr pour que ça corresponde, pour qu'au niveau du schéma tout marche bien. Et une fois que c'était fait, toutes les données étaient disponibles. Et encore une fois, pas besoin de coder de backend à ce stade-là. Un simple fichier JSON suffit. Et il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées, qui nous ont posé questions sur est-ce que c'était le moment fatidique où on allait devoir créer un backend ou pas. Et en fait, à chaque fois, on a repoussé ce moment-là. Donc, la première des fonctionnalités, c'est qu'on avait besoin de créer un parcours d'orientation qui permet d'orienter un bénéficiaire en fonction de plusieurs critères, donc sa localisation, son besoin, sa disponibilité. Et ça, c'est dispositif de filtre. En général, c'est beaucoup plus simple et plus évident de les faire côté back. Nous, on a plutôt choisi de les faire côté front dans un premier temps. Et ce dans un premier temps, il est resté parce qu'en fait, ça nous va bien de faire comme ça. Ça facilite beaucoup l'intégration de l'outil, l'utilisation de l'outil. Et ça nous permet, en fait, des choses qu'on
qu'on n'imaginait pas. Typiquement, il y a un mode d'utilisation de notre outil qui est en marque blanche. Donc notre outil, on le rend disponible donc sur un site web classique. Mais en fait, il est aussi disponible sur NPM via un système de web components. Et en fait, en un copier-coller, on peut intégrer la cartographie dans n'importe quelle page HTML. Et le fait de pas avoir une API à intégrer en plus, ça facilite énormément de ce travail en fait. La seule condition derrière, donc c'est une coquille vide qu'on intègre dans une page web, c'est d'avoir un fichier JSON ou une API, enfin peu importe, quelque chose qui renvoie du JSON et qui s'affiche sur la cartographie. On a quand même un contrat à respecter parce que tu peux pas me donner n'importe quoi en JSON. Moi, il faut quand même que j'affiche quelque chose qui est bien précis. Et en fait, ce schéma-là, on a beaucoup travaillé avec les acteurs de la médiation numérique sur tout le territoire, qui ont l'habitude de collecter ce genre de données et de traiter, de travailler avec ce genre de données. Pour certains qui ont déjà des outils, qui ont déjà des cartographies, pour qu'on voit avec eux en fait quelles étaient les données idéales. Est-ce que je dois collecter le maximum de données, mais du coup ça devient très compliqué de remplir toutes les colonnes du schéma, ou est-ce que j'en collecte un petit peu moins, et si j'en collecte un petit peu moins, qu'est-ce que c'est le minimum qui est utilisable pour remplir la mission d'orienter et de rendre disponibles et visibles les structures de la médiation numérique sur le territoire. Et en fait, pour établir ça, on a travaillé donc avec la Mednum et Data Activist, donc qui sont experts en production de schémas de données, pour créer un schéma de données des lieux de médiation numérique. Et en fait, c'est sur ce standard-là qu'on s'appuie pour que notre cartographie soit disponible, affiche des données qui soient disponibles en format JSON. Je trouve ça hyper intéressant comme approche. Dans l'historique, moi, une des premières questions que je me pose, c'est dans le milieu des startups, quand on parle de coller vite, souvent on parle de time to market. Là, sans parler de time to market, mais j'imagine que du coup, avec ce mode-là, vous avez pu sortir de la valeur en prod beaucoup plus rapidement. C'est quel ordre de délai pour vous d'avoir sorti cet outil-là avec ces infos-là? En fait, c'est surtout du temps qu'on gagne à ne pas développer des choses, parce qu'en fait, on est d'accord pour dire que le développement, alors c'est super, on peut faire tout ce qu'on veut, mais ça reste quand même le moyen le plus long possible de créer une fonctionnalité, en tout cas de créer de la valeur. Et s'il y a des alternatives qui existent déjà et qui fonctionnent très bien, c'est vraiment dommage de pas les utiliser. Et en fait, donc nous, faut savoir que notre équipe, elle est assez petite, donc on est 5 en tout, dont 2 développeurs. Et en fait, on se pose la question à 2 développeurs, comment on peut maximiser la valeur. Et en fait, donc j'ai décrit un petit peu l'utilisation d'un fichier JSON comme API, mais c'est pas le seul moyen en fait de pouvoir on a utilisé un fichier JSON comme API, mais on a eu d'autres fonctionnalités qui nous ont été demandées, et on a utilisé d'autres moyens pour pouvoir avancer sur la valeur qu'on délivre. Typiquement, on nous a demandé de pouvoir référencer de nouvelles structures sur la cartographie. Donc là, on s'est dit tout d'abord réflexion primaire et vraiment la réflexion naïve qu'on peut avoir face à ce genre de demande. Ok, j'ai plus le choix. Là, je suis obligé de mettre en place un formulaire, de mettre une API, une base de données, d'enregistrer les données, de les rendre disponibles, qu'il y a un mode pour pouvoir éditer les données, de faire en sorte que les données soient à jour. Voilà, on part assez facilement en tant que développeur vers ces solutions-là. On s'est plutôt renseigné dans un deuxième temps sur qu'est-ce qui existait en fait, et on a découvert un outil qui s'appelle Dora, donc qui référence l'ensemble des données de l'insertion. En fait, l'insertion, c'est un périmètre beaucoup plus large que nous, qui contient aussi la mobilité, le retour à l'emploi et aussi la médiation numérique. Et depuis plusieurs années, ils travaillent sur un outil où ils référencent l'ensemble de cette offre, et ils ont des formulaires, des business développeurs qui déploient des territoires, des systèmes pour relancer les structures pour qu'elles mettent à jour leurs données. Et en fait, tout ça,
en s'intégrant avec eux, on peut avoir bénéficié de ce système sans rien développer en fait. Alors là, le sans rien développer, il a un petit bémol, c'est qu'on a quand même fait du développement, mais ce qui est intéressant, c'est comment on a développé ça. En fait, le souci qu'on avait avec leur formulaire, c'est comme ils se veulent très très génériques, comme l'offre de l'insertion qu'ils collectent est très générique, leur formulaire n'était pas adapté forcément à notre besoin spécifique de la médiation numérique. Et ce qu'on leur a dit, c'est que nous, si le formulaire il reste comme ça va être compliqué pour nous de collecter de la donnée parce que c'est pas adapté vraiment à notre cas spécifique. Et en gros, on aurait plutôt intérêt à créer un formulaire qui nous convient bien. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti sur la voie de l'open source. Donc, ce que j'ai pas précisé, c'est que dans les projets de l'État sont de base open source. Et en fait, donc le projet Dora, qui est aussi un projet d'État, est disponible sur GitHub, et on a fonctionné sur un mode de collaboration open source où j'ai ouvert des pull requests pour, dans le cas où on choisit la thématique numérique dans leur formulaire, avoir un formulaire qui est vraiment adapté à notre usage, à notre schéma de données. Et donc ça veut dire en amont qu'il fallait se mettre d'accord sur nos schémas de données. Donc tout ce travail-là a été fait en collaboration. Et pour répondre finalement à ta question de combien de temps ça m'a pris, pour faire cette fonctionnalité-là, ça m'a pris à peu près 1 semaine. Et donc en 1 semaine, j'avais un système pour collecter de l'information, mise à jour. Enfin bref, au bout d'1 semaine, j'avais tout ce qui était disponible sur Dora, qui était disponible aussi pour moi, alors que j'avais simplement développé une variation du formulaire. 1 semaine, c'est hyper rapide, hein. Par rapport au fait de mettre en place un CRUD, même un CRUD tout bête, sans intelligence, il va falloir créditer une base de données, avoir des interfaces d'admin, avoir tout un tas de gestion. Et en 1 semaine, effectivement, je pense que vous avez largement gagné là-dessus. Alors ça vient pas sans contrainte, parce qu'il faut avoir des partenaires qui sont super, qui sont ouverts à des contributions open source. Et puis aussi, il y a aussi l'aspect montée en compétences. Là, le projet sur le front, c'était une technologie que j'avais jamais utilisée. Et donc, dans 1 semaine, j'inclus aussi le fait de monter en compétences sur Svelte, pour le nommer. Donc, le framework front utilisé. Alors, effectivement, il y a besoin d'avoir des partenariats qui soient, j'allais dire, bien câblés, mais dans un process open source, ça me paraît plutôt naturel et plutôt sain comme approche, du coup. Donc là, j'ai parlé de l'open source, mais il y a aussi l'utilisation d'un outil, en fait, plutôt que de recréer quelque chose. Une fois qu'on a mis en place le partenariat avec Dora pour collecter l'information, ça ne résout pas le fait de récupérer cette information et de la mettre dans notre cartographie. Il fallait un moyen de la récupérer, cette information. Et pour ça, on a utilisé un outil qui s'appelle DataGouv. Donc en fait, DataGouv, c'est la plateforme ouverte de données de l'État. Elle est collaborative, tout à chacun peut se créer un compte et ouvrir sa donnée, qu'on soit acteur public, là c'est plutôt une obligation, ou acteur privé, si on veut mettre à contribution ces données, ou même on peut être soi-même utilisateur en tant que particulier ou en tant qu'acteur privé, utilisateur des données qui sont disponibles sur DataGouv dans la limite de ce qui est autorisé par les licences. Et donc on a choisi d'utiliser cette plateforme pour publier toutes nos données. Donc c'est un petit peu notre base de données DataGouv. Tout ce qu'on récupère par API depuis Dora, ou tout ce qu'on transforme nous-mêmes, les données qu'on collecte nous-mêmes et qu'on transforme, on les met à disposition sur DataGouv. Et ce qui est super ce qui est super sur DataGouv, c'est que pour chaque ressource publiée, donc une ressource, ça correspond à un fichier plus ou moins, on a une URL stable qui est générée. Et le hack, c'est que si cette ressource c'est un JSON, donc il y a une URL stable qui fournit un JSON. Ça ressemble pas mal à une API. Et effectivement, en reprenant cette URL stable et en la brochant sur notre carto côté front, on a les données qui s'affichent, qui peuvent se brancher sur notre outil, et on peut avoir tout un tas de jeux de données différents avec des origines différentes au niveau de la collecte, qui font que notre cartographie elle peut avoir se connecter à des ensembles de données différents et donc cibler de la médiation numérique sur un territoire précis. Ça nous offre vraiment ce mode de fonctionnement là, ce qu'on s'est aperçu en faisant ces choix là au départ, qui est juste un choix de je veux repousser quelque chose qui me
coûte cher en dev, ça me rapporte non seulement du temps, c'est-à-dire que je peux faire plus rapidement, et en plus des fonctionnalités que j'imaginais pas au moment où je faisais mon choix. Et c'est vrai que ce schéma-là, c'est souvent répété en faisant le choix de ne pas coder, d'avoir finalement quelque chose de plus efficace que si je l'avais fait moi-même, sans m'en douter au départ. C'est une grande sagesse de se dire comment délivrer de la valeur en code en moins. Je pense qu'on y gagnerait plutôt qu'à over-engineer des systèmes ultra complexes dès le départ. J'aime beaucoup cette approche-là. Alors je sais pas si je suis en avance par rapport à ce que tu veux raconter, mais parce que je connais déjà un peu ton sujet. Tu m'avais dit qu'il y avait, je crois, si je me trompe pas, il y avait une tricherie où vous avez fait un bout de back justement. Je crois que c'était pour la synchro des données en passant par du GitHub Action, non? Oui, effectivement. Alors, c'est pas magique quand je dis qu'on n'a pas de back-end. Faut plutôt l'entendre. On n'a pas de back-end classique, donc une API ou un back qui retourne un front. Enfin, comme on peut voir classiquement. Le souci qu'on a, j'en ai un petit peu parlé, c'est le fait de pouvoir synchroniser les données et les rendre disponibles sur la cartographie. Donc pour ça, les rendre disponibles, il faut qu'elles soient publiées sur DataGouv, mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui les publie sur DataGouv. Et ce quelqu'un, c'est nous, où on a fait un script qui fait à la fois de la transformation de données. Donc c'est simplement un outil en ligne de commande qui a deux commandes. Il a une commande transform et une commande publish. Donc sur la commande transform, il va pouvoir récupérer un jeu de données dans un format lambda et avec un fichier de configuration pouvoir le transformer dans le schéma qui est lisible par la cartographie. Et donc du coup, ce résultat, on le publie. Et dans l'autre sens, en fait, pour récupérer les données nos données, pour que nos données soient publiées sur Data Inclusion, on publie également sur DataGouv la transformation de nos données au schéma. Alors j'ai pas introduit Data Inclusion avant, je recommence. Prends ton temps, pas de souci. Donc il fallait un système pour mettre en ligne les données sur DataGouv afin qu'on puisse les récupérer dans la cartographie. Et ce système, c'est nous qui l'avons créé. Donc c'est simplement un script avec deux commandes, une commande pour transformer et une commande pour publier. La commande pour transformer, elle récupère des données dans un format lambda et avec un fichier de configuration, elle les met dans le format qui est attendu par la cartographie. Et comme son nom l'indique, la commande publier, elle publie tout ça sur DataGouv. Et on s'est intégré encore avec un autre partenaire qui s'appelle Data Inclusion. Data Inclusion, et donc ils sont très proches de Dora. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils rendent disponible l'ensemble de l'offre de l'insertion via une API. Et sauf que nous, dans notre cartographie, on peut pas se brancher avec leur API parce qu'elle est pas dans notre schéma de données. En revanche, ce qui est très intéressant de travailler avec eux, c'est qu'eux, ils collectent énormément de sources de données, ils les agrègent, ils les dédoublonnent et ils les rendent disponibles pour tout le monde. Donc nous, c'est toute une joie de ne pas développer un script qui agrège des données et qui les dédoublonne. Donc on leur fournit absolument toutes les données qu'on transforme. Ils les récupèrent et ils les rendent disponibles aussi sur DataGouv. Et nous, notre script, ensuite, il peut récupérer tout ça et republier. Et de ce fait, on a une agrégation totale de toutes les données qu'on a pu collecter, plus des données qui proviennent directement de l'API de Data Inclusion, à savoir des données qui proviennent de Pôle Emploi ou de Dora, enfin de tas d'autres sources de données qui sont de leur côté. Ok. Je trouve ça vraiment super intéressant la synergie qui est née un peu de tout ça avec les différents acteurs et de profiter de chaque service compétent pour éviter d'avoir à réinventer une espèce de roue moins efficace que ce que potentiellement les autres avaient à proposer. La question qui vient là, naturellement, tu parlais au départ qu'en fait, au final, votre back, ça se résume en très gros à un fichier JSON. Vous avez, puis tout à l'heure, tu dis que vous rajoutez des données. Il y a la question, je pense que tout le monde doit se poser, c'est à un moment, est-ce que le fichier JSON ne devient pas un peu énorme et est-ce que les perfs de votre appli commencent pas à prendre un peu du plomb dans l'aile à cause de ça, justement? Alors pour le fichier énorme, j'ai déjà vu des fichiers CSS plus gros, mais effectivement c'est une très bonne question et ça c'est une limite qui est réelle. On l'a testé, je dirais qu'à partir de 3000 lieux référencés sur la cartographie, ça commence à y avoir des petits lags, mais à certains endroits très précis. C'est surtout le parcours d'orientation qui permet d'orienter un bénéficiaire
il lui fait des opérations de filtre où là du coup c'est mort quoi, ça devient très compliqué. Mais pour l'affichage simple, on peut même aller encore au-delà. On a un acteur qui a déployé notre cartographie, qui a à peu près 5000 lieux référencés. Et sans le parcours d'orientation, ça tient plutôt bien. Après, il faut mettre ça au regard de notre mode de déploiement. Nous, ce qu'on veut faire, c'est déployer plutôt en marque blanche notre outil. On s'attend pas forcément à ce que des gens se connectent sur notre interface web. Et en fait, avec un déploiement en marque blanche, du coup, on va être plutôt centré sur les données qui sont en jeu à l'échelle locale, territoriale. Et ces données-là dépasse rarement les milliers. On a un maximum qu'on a avec la région des Hauts-de-France qui ont 1800 données de référencés, mais on est déjà encore en dessous de ce qui est très largement acceptable pour notre fonctionnement. Et ce mode de fonctionnement, donc sans API, encore une fois, il facilite énormément l'intégration en marque blanche. Donc on a tout intérêt à ne pas mettre d'API dans ce mode d'intégration. Et ce qui fait que c'est un système qui s'entretient en fait, parce que on n'en finit pas de repousser le back-end, même si moi je serais très très content de développer une API qui permet de filtrer tout ça. C'est juste que factuellement on n'en a pas besoin, donc ça sert à rien de passer du temps là-dessus. Et pour revenir un peu au début de l'histoire et au titre, tu disais 9 mois, donc ça fait bientôt 1 an en fait que vous êtes en prod avec ce fonctionnement-là. C'est ça, ouais, parce que notre première version qui était un fork de Resin, en 2 semaines c'était public, tout le monde pouvait y accéder, donc c'était pas très intéressant, mais moi je considère que c'est en prod à partir du moment où c'est accessible au regard de tout le monde, et on a cessé de faire évoluer jour après jour cette URL là et jusqu'à aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, avec 9 mois de recul en plus, qu'est-ce que tu tires comme leçon de ça? Est-ce que si tu devais refaire, tu referais tout pareil? Est-ce que du coup maintenant avec d'autres besoins, il y a une question de back-end, parce que tu disais comment on n'a toujours pas codé de back-end après 9 mois. Est-ce qu'il y a un back-end qui va finir par émerger, ou est-ce que vous allez pouvoir continuer comme ça encore un moment? Enfin, c'est quoi ton recul toi après 9 mois sur ce projet comme ça? À mon avis, on a plutôt fait les bons choix, même si au moment où on les faisait, nous, ce qu'on voulait, c'était juste repousser du développement. On n'avait pas de stratégie par rapport à ça. Mais quand je regarde le chemin parcouru, je me dis qu'en fait, il y avait une vraie stratégie qui s'est dessinée, mais vraiment plutôt de manière itérative. Et je me dis que si on l'avait planifié, je sais pas si on l'aurait fait aussi bien. Donc je suis plutôt content du chemin parcouru. Pour le toujours pas, effectivement, en fait, comme depuis le début, on n'a jamais exclu le fait de faire une API. C'est juste qu'on s'est dit on le fera plus tard. Je pense que le plus tard va finir par arriver, parce que nous, on a quand même le besoin de référencer à un moment l'ensemble de l'offre sur le territoire national, et on sait qu'il y a en cible à peu près 10 000 lieux qu'on voudrait référencer, et ça tiendra pas. C'est sûr que ça tiendra pas sur notre outil, notre version à nous. Et c'est juste que nous, on n'est pas prioritaire. On préfère donner la priorité à aux utilisateurs et aux réutilisateurs de notre outil, et eux, ils n'ont pas ce besoin-là. Donc on est un peu nous-mêmes la dernière roue du carrosse, mais au bout d'un moment où on aura rempli la mission pour toutes les personnes qui ont besoin de mettre en place cet outil, on pourra s'occuper un peu de nous, et c'est à ce moment-là, je pense, qu'on fera l'API. Sauf si on décèle un besoin pour nos utilisateurs d'avoir une API. C'est possible aussi. J'ai vraiment beaucoup aimé ce qui s'est dessiné en filigrane dans tout ce que tu disais. Et je vais tacler un peu, mais pour moi, vous avez été plus agile que les plus agiles des prétendants de l'agilité qui vont faire des roadmaps, des OKR, des plannings, tout ce que tu veux. Là, vous avez fonctionné en itératif, en vous reposant la question à chaque fois, toujours la même question, et en essayant d'apporter peut-être une nouvelle réponse en restant ouvert. Et vous avez centré à chaque fois vos axes de choix sur la valeur métier, pas sur une mode d'une techno, pas sur une envie. Vous avez réussi à mettre de côté votre ego de dev potentiellement back qui aime bien faire des trucs, et ça c'est
Ouais, moi je trouve ça plutôt admirable. C'est une marque je trouve de forte maturité dans le monde du logiciel qu'on retrouve pas souvent. Donc bravo pour ça. Eh bien, Marc, je te remercie pour ce témoignage. J'espère que ça inspirera plein de gens à se poser la question de déployer toute une batterie d'outils, de plateformes, de dev, d'API, de machin dans tous les sens. Quand des fois, utiliser des services existants, ça permet de délivrer autant de valeur métier. Est-ce que t'es un peu actif sur le réseau? Si les gens ils ont envie de savoir ce que t'as à raconter, est-ce que on peut te suivre quelque part sur un LinkedIn, peut-être un Twitter? Je sais pas si t'es trop actif là-dessus. Alors, je suis pas super actif, mais vous pouvez toujours m'ajouter sur LinkedIn. J'accepte tout le monde, même les robots recruteurs. Et sinon, si vous voulez voir ce que je fais, je commit à peu près tous les jours sur GitHub. Vous pouvez regarder. Alors, je mettrai tous les liens que tu vas me fournir dans la description de l'épisode. N'hésitez pas à aller voir ça. Bien Marc, je te remercie beaucoup d'être passé dans le podcast. C'était un plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, et bien quant à vous, très chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à venir en causer sur les réseaux sociaux, à le partager. Je pense qu'il y a un truc intéressant dans ce que Marc nous a raconté. Je vous souhaite également une bonne année, puisque cet épisode, si je me trompe pas, sera le premier de l'année 2023, et il me reste à vous souhaiter une excellente semaine. À la prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, geekez bien et codez bien.